Voilà. Et nous allons commencer par une patiente. On bouleverse un petit peu l'ordre de passage en fonction des emplois du temps. Donc, nous allons auditionner maintenant Madame Lemestre. Bonjour, je suis une personne qui n'aime pas prendre des médicaments. Je vais peu chez le médecin. Je me soigne de préférence aux huiles essentielles en modifiant mon alimentation et en me reposant quand c'est possible. J'ai dû cheminer pour accepter de prendre le Luthéran tous les jours, sans le vivre comme une contrainte, mais comme une libération. C'est le seul traitement que je prends régulièrement. Dans le passé, j'ai un parcours d'errance médicale pour trouver ce progestatif. J'ai fait plusieurs tentatives de pilules et de médecine alternative, de l'homéopathie, de l'ostéopathie. Je suis atteinte d'endométriose depuis le début de mes règles, il y a presque 30 ans. J'ai accepté de faire un diagnostic par IRM pelvien en 2016, il y a 4 ans, car à ce moment-là, j'étais prête à commencer un traitement hormonal au long cours. En 2016 était pour moi une délivrance, le début du traitement par Luthéran en 5 mg. Après une tentative de pilule Cerazette qui n'a pas coupé mon cycle et m'a fait prendre beaucoup de poids. Depuis 2018, je participe à l'étude longitudinale COMPARE de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et j'ai découvert qu'il existait dans le passé un cachet demi-dosé qui ne se fait plus. J'ai essayé de couper le comprimé non sécable, mais ça n'allait pas. L'été 2019, j'ai fait une tentative de remplacer ce traitement, le Luthéran, pendant 2 mois. Et cela a eu des effets délétères sur mon endométriose. J'ai fait beaucoup de crises. J'ai mis 7 mois à revenir à un état stabilisé. Cet été, j'ai commencé à prendre un demi-cachet, à diminuer ma dose. J'ai constaté un très léger effet positif sur les effets secondaires. Ma généraliste qui me suit m'a proposé de faire une pause dans le traitement. J'ai fait une crise majeure d'endométriose en prenant seulement 4 jours de pilule Optilova, allant jusqu'à me faire prendre un anti-inflammatoire, un antidépresseur et des antidouleurs pendant 15 jours. Si je fais une pause dans le traitement, voici ce qui se passe pour moi même en l'absence de règles. J'ai le petit bassin qui devient très douloureux, se verrouille et entraîne un blocage majeur du dos. J'ai des douleurs aiguës qui vont des épaules jusqu'aux chevilles, en passant par le nerf sciatique. J'ai des migraines qui font que je ne supporte aucun bruit, aucun stimuli. Je suis pliée en deux, je ne peux pas me tenir droite. Ma peau est tellement sensible au toucher qu'une main posée sur moi avec empathie provoque chez moi un sursaut de douleur. Le passage des selles dans mon gros intestin me coupe la respiration et je dois crier, souffler pour les aider à passer avant qu'elles ne soient évacuées. Je transpire à grosses gouttes et quand j'ai fini, je grelotte d'épuisement. Je dois vider ma vessie plus d'1 fois par heure et quand elle se remplit, c'est comme si on gonflait un ballon de baudruche dans mon ventre tant ça tire sur mes organes. J'ai de grandes difficultés à respirer. Le Doliprane n'a aucun effet sur moi, ni la codéine. Je dois prendre à minima de l'opium ou de l'alcool fort en très grande dose. Je ne peux ni réfléchir, ni parler longuement, ni travailler, ni m'occuper de mes enfants ou de moi-même. J'ai envie de mourir. Aujourd'hui, l'endométriose dégrade lentement mon corps. J'ai des adhérences du vagin et du rectum jusqu'au diaphragme. Je cherche d'autres façons d'éviter la progression de l'endométriose afin de compléter l'effet du traitement allopathique. Je suis un régime presque sans gluten, sans produits laitiers, sans produits transformés industriellement, non raffinés, sans sucre rapide. Je favorise les légumes, les protéines végétales et légumineuses, les céréales complètes. Je fais des séances d'ostéopathie et de kiné plusieurs fois par an. Je pratique le sport. Je porte des vêtements amples, je bois beaucoup. J'ai essayé la méditation, la phytothérapie avec la prise d'Achillée millefeuille. Je continue de chercher une alternative en me rendant à des réunions d'associations de patientes atteintes d'endométriose. Pourtant, ce traitement a des effets secondaires. Il a provoqué chez moi la fin de la libido, la sécheresse vaginale intense et de grosses migraines en période de forte chaleur principalement.
C'est très difficile à vivre au quotidien, mais je n'ai rien trouvé pour contrebalancer ça. Je connais le risque de méningiome que j'ai découvert par les médias en début 2019. Après une discussion avec ma médecin généraliste qui me suit, j'ai fait une IRM cérébrale de contrôle. Elle était claire, nous décidons de poursuivre le Luthéran. Ma généraliste aimerait que je fasse des pauses pendant le traitement. Je le fais en été 2019. Ça a entraîné une grave détérioration de mon état, comme je l'ai dit. Début 2020, je découvre une deuxième étude, toujours dans les médias. Avec ma généraliste, je fais le choix d'essayer d'alterner le Luthéran et la pilule microdosée Optilova. Et je me décide à le faire cet été. Mais ça a provoqué chez moi une crise majeure d'endométriose, comme je l'ai expliqué aussi. Je trouve regrettable de n'avoir pas été informée par les autorités de santé de ces études. J'ai la chance d'être éduquée et informée, mais ce n'est pas le cas de toutes les femmes. J'ai participé à une réunion d'association de patientes atteintes d'endométriose cet été. J'ai appris que le Luthéran serait peut-être interdit cet automne. J'ai cru m'effondrer, mais la politesse a retenu mes larmes de désespoir. Quant à la poursuite du traitement, aujourd'hui, je n'ai pas d'autre choix médicamenteux. Et même s'il y avait un méningiome, je n'arrêterai pas le traitement. J'aimerais qu'il existe un traitement demi-dosé et pouvoir essayer de diminuer encore la dose en essayant de prendre le quart. Par ailleurs, les boîtes sont vendues par 10. Je n'ai le droit de prendre que 3 boîtes maximum à chaque fois à la pharmacie. C'est pénible. Les femmes qui prennent la pilule ordinaire peuvent prendre pour 3 mois de traitement à chaque fois. Pourquoi pas moi ? J'ai 38 ans. Ma médecin estime que je suis trop jeune au regard des conséquences en termes de risque d'AVC et de vieillissement généralisé pour faire une hystérectomie totale et éviter la production d'œstrogènes par mes ovaires. Je dois attendre quelques années. En attendant, je dois bloquer ces œstrogènes. Je continue de chercher une alternative au traitement, mais s'il était interdit cet automne, je pourrais être hospitalisée tout de suite et mise sous morphine. J'ai découvert dans les médias que des femmes se traitent hormonalement par injection mensuelle de testostérone à faible dose. Il ne s'agit pas de faire une transition pour devenir un homme, mais de trouver un subtil équilibre pour bloquer les estrogènes et avoir moins d'effets secondaires nocifs. J'aimerais que la recherche se penche sur cette expérience de patiente, car elle est pour moi une belle découverte porteuse d'espoir. Merci. Merci beaucoup, madame. Juste, je me permets juste de dire qu'il n'est pas question d'interdire le Luthéran. C'était juste un point suite à votre témoignage. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que les membres du CST souhaitent intervenir ou discuter avec la patiente? Madame Trémolière? Oui, donc je voulais dire que sans vouloir rentrer dans le cas particulier de cette patiente dont on comprend toute la douleur et elle est loin d'être un cas isolé, hein, ça il faut qu'elle le sache, c'est qu'effectivement ce qui caractérise certaines pathologies estrogénodépendantes et donc l'utilisation des traitements antigonadotropes, c'est qu'il y a une variabilité interindividuelle extrêmement importante qui est dépendante de la dose. C'est-à-dire qu'on a des patients qui vont être dont l'activité estrogénique va être très facilement bloquée par des faibles doses. C'est peut-être le cas de cette patiente dont elle nous dit que même avec 5 mg, voire même 2,5 mg d'acétate de chlormadinone, elle a des effets secondaires, elle a un bénéfice clinique sans en avoir des effets secondaires. Et puis au contraire, on a des patientes qui vont nécessiter des posologies beaucoup plus importantes et chaque fois, ça va avoir pour corollaire la carence œstrogénique qui va en résulter, donc les effets secondaires proprement liés à la carence œstrogénique. Et on sait que dans cette pharmacopée, hein, si on prend, je dirais, acétate de chlormadinone, acétate de nomegestrol jusqu'à l'acétate de cyprotérone, on a des effets antigonadotropes aux doses commercialisées qui sont extrêmement variables, avec des conséquences en termes de carence œstrogénique qui peuvent être très différentes des uns aux autres. Et c'est vrai que l'augmentation de la disponibilité de doses différentes pourrait, dans certaines situations, être une aide à certaines patientes.
Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions ou nous allons revenir à la programmation des auditions? Je pense que maintenant, nous allons écouter. Isabelle. Oui, donc nous allons écouter France Association Santé, qui est représentée par Monsieur Yann Mazins et Monsieur Jean-Pierre Thierry. Là, je donne la parole à Monsieur Jean-Pierre Thierry, qui est le conseiller médical, qui sera auditionné. Merci, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok. Merci d'avoir invité France Asso Santé et d'avoir partagé des présentations de très haut niveau. D'abord, France Asso Santé au niveau national ne se substitue pas dans son action aux associations concernées qui sont autour de la table parce qu'elles sont plus légitimes, elles sont spécialisées. Par contre, évidemment, on s'empare de sujets horizontaux, quelquefois dans l'actualité. Donc, ce que je voulais dire après, peut-être un peu en décalage avec les présentations de très haut niveau scientifique, c'est qu'en réalité, en population générale, le ressenti aujourd'hui est celui d'un mésusage important et c'est vraiment le problème. Alors, on peut comprendre, il s'agira de médicaments dont le rapport bénéfice-risque reste favorable et qui doivent et peuvent rester sur le marché. Donc, on en a parlé. Mais je voudrais rapidement venir, avant d'échanger avec vous, sur les causes de la perception de mésusage problématique. Il faut réinsister sur l'importance de la prescription hors AMM. Au passage, elle est très rarement mentionnée sur l'ordonnance pour différentes raisons. Le hors AMM aussi, ça favorise des indications supplémentaires par rapport à ce qui est validé par les spécialistes et les centres de référence. Autrement dit, ça favorise une banalisation des prescriptions et c'est très certainement à l'origine de la perception d'un mésusage problématique. On l'a vu sur Androcur, puisque 80% dans les contributions de patients problématiques, donc ceux qui ont eu des méningiomes, sont en dehors de l'AMM. C'est peut-être la même chose pour le Luthéran et le Luténil. Je voulais juste dire, par exemple, Le Monde est un quotidien sérieux, mais le 25 septembre, il a cité Luténil et Luthéran comme 2 pilules contraceptives dans le viseur des autorités pour risque de méningiome. C'est-à-dire que même les indications de l'AMM n'étaient pas dans l'article du Monde. Bon, il y a un commentateur qui l'a souligné. Donc on a vraiment un problème de la compréhension du hors AMM qui est d'ailleurs bien répertorié dans les contributions de patients. Le deuxième point, c'est le particularisme français. Alors on a vu sans doute un côté positif avec l'histoire de la maîtrise scientifique de l'hormonothérapie en France, mais enfin il y a un problème national qui est bien documenté, c'est celui de la surprescription par rapport à d'autres pays qui s'accompagne parfois d'un surdosage en fonction des présentations galoniques disponibles. Donc Androcur, d'après la NSM elle-même, c'est 60% du marché européen. Je voudrais savoir si ce n'est pas la même chose pour d'autres traitements hormonaux. Ça a été bien mis en évidence, évidemment, pas seulement dans ce domaine-là, mais dans plein de domaines, l'antibiothérapie, des psychotropes. La France est un des pays où on prescrit le plus et très certainement où on surprescrit le plus. Enfin, il y a un manque d'information et de communication des informations disponibles en dehors du cadre professionnel. Et il y a un doute sur l'efficacité même de la communication vers les professionnels. Donc, ce qu'on appelle les lettres au cher docteur depuis très longtemps, c'est assez bien documenté. Ça peut ne pas suffire à faire améliorer les pratiques. Et au passage, la gradation du consentement éclairé avec l'attestation de prescription, moi je le vois comme une désincitation à la prescription, mais elle n'est pas obligatoirement reliée à une amélioration de la pertinence. Ça, c'est tout à fait l'exemple américain du consentement éclairé qui n'empêche pas d'avoir un très haut niveau de surprescription inutile dans certains domaines. Donc, nous, on est intéressés par les approches de révision de classe par produit ou par grandes indications qui associent les associations de patients pour avoir aussi des indicateurs pertinents. Alors, on comprend que c'est compliqué pour les médicaments anciens parce qu'il y a peu de nouvelles données disponibles. Mais pour terminer sur ce qui a été dit, l'importance du niveau de preuve et les comparateurs ne peut être écartée. Donc, il y a un travail important de la NSM qui devrait être mené en commun avec la Haute Autorité de Santé et avec les associations de patients. Je reviendrai peut-être plus tard, après Yann va intervenir sur le problème des méningiomes. Oui, je vais très court. J'ai juste deux réactions et puis un point. J'ai une réaction par rapport à l'étude d'Epiphare qui a été présentée par Monsieur Veil. Je posais vraiment la question
du fait si cette étude était complète pour des médicaments qui sont largement prescrits hors AMM. Je m'explique. On a effectivement en termes de pratique, on a des praticiens qui ne mettent pas forcément le hors AMM, ce qui arrive pour des personnes à avoir un médicament parfois qui est remboursé alors qu'il n'est pas prescrit dans ces indications. Mais dans certains cas, le hors AMM, quand il est mentionné, on ne le retrouve pas dans les bases de remboursement, puisque c'est sur cette base que s'appuie l'étude, sauf erreur de ma part. Donc c'est un premier point, je vous laisserai répondre. Deuxième point, en termes de communication, pour les patientes notamment, il y a vraiment un point important, et je crois que c'est un petit peu compliqué à manier, c'est le fait de tumeurs bénignes. La tumeur est dans la plupart des cas bénigne, mais la chirurgie ne l'est pas. Et M. Frolich a bien insisté sur ce point et je le remercie. Et c'est vrai qu'en termes de communication, ça grince beaucoup. Je comprends pour des personnes qui souffrent beaucoup sur ce terme bénin, parce que ça laisse croire, alors c'est un terme scientifique, j'en mets pas en cause, mais juste en grand public, ça laisse croire qu'il n'y a pas de conséquences alors qu'il y en a, même quand la tumeur est bénigne. Voilà. Troisième point, un peu plus long, sur la question du rappel des patientes. Je m'explique. Ce point concerne les personnes qui ne sont plus, c'est l'information des personnes qui ne sont plus suivies par leur prescripteur initial. Vous avez déjà fait des points d'information à destination des prescripteurs, mais on a, comme sur d'autres produits, on a la question de comment informe-t-on les personnes quand elles ne sont plus suivies par leur prescripteur. Alors, on a bien noté la question du fait qu'il y avait une régression, même si potentiellement des régressions lors de l'arrêt des traitements, même si des études complémentaires sont à faire, donc une régression dans la plupart des cas, mais des études dans certains cas, ça a été rappelé, et on bute sur d'autres produits, on a travaillé notamment sur Androcur et potentiellement sur celui-ci, potentiellement, je ne me prononce pas à ce niveau-là, mais il faut savoir que sur un registre général, on bute très concrètement sur l'information des personnes quand elles ne sont plus suivies. Historiquement, on a fait un rappel des personnes sur 3 médicaments sauf erreur de ma part, le Mediator, la Dépakine et Androcur. Actuellement, on bute sur un point essentiel, c'est qu'on est incapable de rappeler les personnes avec un historique de plus de 24 mois. Et nous, c'est vraiment un point sur lequel on avance et sur lequel on aimerait vraiment, quels que soient les produits, qu'on puisse avancer ensemble. On bute pourquoi? Parce qu'actuellement, on utilise les bases locales de l'assurance maladie qui ont une profondeur historique de 24 mois uniquement. Et on voit qu'on pourrait faire mieux. Et on a travaillé avec la CNIL. On a travaillé avec la CNAM, on a échangé avec la CNAM, et je peux affirmer qu'actuellement, au niveau juridique, on peut faire mieux, à savoir qu'on peut utiliser la base du SNIRAM avec une profondeur historique de 10 ans, quand même beaucoup plus pertinent. Donc juridiquement, on peut, et au niveau technique, il y a un point qui doit être réglé au niveau de la CNAM, mais qui n'est pas indépassable, et on a échangé sur ce point avec les deux, avec le précédent et l'actuel directeur général. Donc, c'est ce point que je voulais rappeler, c'est que quand on fait un rappel des personnes, on est bloqué à 24 mois et à l'heure quand même des données de santé, on voit qu'on avance quand même avec beaucoup de nouvelles possibilités. Il est inconcevable qu'on ne puisse pas, quand c'est nécessaire, quand c'est pertinent, rappeler les personnes, les informer individuellement avec une profondeur historique plus importante. Et ce qu'on observe actuellement, c'est que les personnes sont majoritairement informées par les réseaux sociaux, voire les médias, et que ça ne participe pas à un travail forcément construit et calme. Et ce n'est pas une critique, parce que je comprends tout à fait les difficultés des personnes et l'angoisse que ça peut engendrer. Je vous remercie. Alors, juste pour vous répondre sur ces discussions que nous avons eues effectivement assez longuement pour les précédents courriers CNAM à NSM et la profondeur des bases de 2 ans. Donc, Alain, bien sûr, tu m'interromps si je dis des bêtises, mais nous sommes réunis récemment avec la CNAM qui a effectivement acté le fait que de tels courriers, ces courriers que nous avons mis en œuvre pour Androcur, pourraient être faits également pour les patientes suivies, qui ont arrêté d'être suivies sous luténil et Lutathera.
mais que ces courriers, compte tenu de la période sanitaire, seraient envoyés quand on aurait dépassé, on va dire, la vague actuelle pour que l'impact soit plus fort en termes de patientes pour qu'elles disposent de l'information de manière plus importante, parce qu'on a peur que si c'était fait à ce stade, finalement, ça resterait encore inaudible. Donc ces courriers, la CNAM est a priori d'accord pour les envoyer. Ensuite, restera à définir effectivement les modalités pratiques. Et dans l'attente, bien évidemment, pour toucher les femmes, au-delà des communications, des points d'info, des mailings que nous pouvons faire, la CNAM relaiera l'information sur le risque via leurs outils classiques de type Amélie et newsletter. Oui, oui, Alain, peut-être pour répondre à la première question sur la prise en compte du ROR-AMM dans l'étude que j'ai présentée, il faut bien savoir que l'essentiel du ROR-AMM, en réalité, dans les faits, pour ce type de produit, est remboursé. D'ailleurs, on l'a rappelé tout à l'heure, l'acétate de cyprotérone qui était prescrit à plus de 80% hors AMM a baissé de 80%, et c'est bien sûr pas les femmes qui présentaient un hirsutisme sévère avéré qui ont arrêté l'acétate de cyprotérone, mais la baisse s'est faite, vous l'avez compris, principalement sur le hors AMM. Bon, quand on regarde objectivement l'ensemble des données de remboursement de l'assurance maladie et on compare pour ces trois produits aux données de l'industrie pharmaceutique, notamment des grossistes répartiteurs, etc., il y a très peu d'écart entre le volume de ce qui est délivré et le volume de ce qui est remboursé. Donc le ORMM, je dirais non remboursé, il est quasiment nul. Néanmoins, s'il y a du ORMM qui est non remboursé, il n'était pas dans notre étude, bien évidemment. Petit point de détail important, notre étude, notamment pour l'acétate de cyprotérone, elle avait montré que le risque de méningiome était indépendant de l'indication. C'est-à-dire, grosso modo, que l'acétate de cyprotérone soit pris pour un hirsutisme sévère ou pour de la contraception ou une acné bénigne, le risque de méningiome avec l'acétate de cyprotérone était le même. Dernier petit point à propos du rappel. D'ailleurs, si le HORA-MM n'était pas remboursé, enfin quelque part, il n'y aurait pas de possibilité de rappel des personnes, faut pas l'oublier. Et par ailleurs, la CNIL a longtemps été extrêmement réservée, pour ne pas dire totalement défavorable, à l'utilisation de fichiers au-delà des 2 années pour lesquelles ils étaient constitués. Je me rappelle de discussions avec le président de la CNIL sur le dossier Mediator qui s'en est tenu aux 2 ans qui ont été strictement respectés lorsque les courriers ont été envoyés fin 2010. Donc s'il y a des textes réglementaires qui permettent de stocker ces informations extrêmement sensibles et les utiliser le cas échéant, pas de problème. S'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de possibilité de stockage de ce type de données et il n'y a pas de possibilité d'écrire aux personnes. C'est un problème de responsabilité publique. C'est un choix de société. Soit ces fichiers existent, soit ils n'existent pas. Un petit mot pour les prescriptions HORA-MM. Des fois, elles sont un petit peu indispensables. Alors, il y a des spécialités, par exemple, tout ce qui concerne la grossesse, la moitié des produits qu'on utilise sont HORA-MM, pour plein de raisons. Tout ce qui concerne les IVG, les fins de grossesse, la gestion des fausses couches, c'est des marchés qui ne sont pas du tout intéressants pour les laboratoires. Je rappelle que ce n'est pas la tutelle qui fait les études, c'est les laboratoires. S'ils ne donnent pas la peine de faire les études, il n'y aura jamais d'AMM. Donc, pour le traitement médical de la grossesse extra-utérine, on utilise des produits de chimiothérapie, le méthotrexate, qui évite une intervention. Pour le traitement médical de la grossesse arrêtée, on utilise des prostaglandines qui sont dont l'AMM est protection gastrique à la dose de 1 comprimé. C'est absolument sans intérêt pour le laboratoire d'avoir une AMM. Le problème a été un petit peu réglé depuis. En plus, l'association à l'arrêt de la grossesse n'est pas bonne du tout aux États-Unis, ça empêche de vendre d'autres produits. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Pour l'AMM d'Utéran du Ténil, il n'y a pas contraception dans les contre-indications de l'œstroprogestatif pour des raisons qu'on m'oublie.
il y a globalement la gestion des seins douloureux. C'est-à-dire que si on prescrivait dans l'AMM, ce serait vraiment du grand n'importe quoi. Donc, de temps en temps, l'AMM est insuffisante ou mal faite. Et bon, on est obligé de faire avec. Sébastien, je crois que tu voulais intervenir sur l'aspect du suivi ou le caractère bénin des méningiomes. T'entends, c'est bon. Donc, par rapport au caractère bénin des méningiomes et au fait que les patientes puissent être heurtées par le fait que l'intervention chirurgicale qu'elles ont pu subir n'était pas du tout bénigne, on le comprend tout à fait. Simplement, l'appellation bénin atypique ou malin, ça fait appel à des classifications histopathologiques de l'analyse de la tumeur. Donc, c'est une conclusion qu'on tire à partir du moment où la tumeur a été opérée, analysée, et en regardant les coupes histologiques de cette tumeur, on constate effectivement qu'elle a une agressivité tout à fait modérée, et donc on l'appelle tumeur bénigne. Donc c'est difficile de se passer de cette terminologie, parce que c'est une terminologie qu'on utilise entre cliniciens, français et étrangers, donc, et ça concerne l'ensemble des tumeurs, pas seulement les tumeurs. Donc j'espère que la communication qu'on fait sur la nécessité d'essayer au maximum d'éviter l'intervention chirurgicale sera une manière de montrer effectivement que la chirurgie de ces méningiomes n'est pas du tout bénigne. Mais bon, sur la terminologie employée pour classer ces méningiomes, il est difficile de se passer de ça. Et il faut aussi dire que ça peut avoir un côté rassurant pour les patientes qui viennent en consultation et qui très souvent demandent est-ce que mon méningiome est bénin, est-ce qu'il est malin. C'est une question aussi à laquelle on doit répondre. Et on n'a pas forcément l'histologie, mais dans le cadre des méningiomes liés à la progestérone, liés à l'acétate de cyprotérone, on peut, sans beaucoup de risque de se tromper, dire effectivement, madame, il y a de très fortes chances que votre méningiome soit bénin. Et là, le terme de bénin a aussi, dans ce cas-là, un côté rassurant. Donc, je crois qu'en informant et en associant classification de la tumeur et terminologie utilisée pour décrire l'intervention chirurgicale, on va arriver à dissiper ce flou. Très bien, merci. Nous allons passer à l'audition de Madame Florence Verhaguet. Excusez-moi si je prononce mal. Oui, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Florence Verhaguet, j'ai aujourd'hui 35 ans. Mon témoignage se veut précis en termes de date puisque j'ai pu récupérer l'ensemble de mon dossier médical auprès de mon gynécologue. En 2003, je me vois prescrire pour la première fois du Liténil, 20 jours de prise, 7 jours d'arrêt. Cette prescription était faite à visée contraceptive et à ce stade pour des règles très douloureuses. Je précise que cette première prescription n'a fait l'objet d'aucune information. Notamment, ce n'était pas une pilule contraceptive, donc je n'ai reçu aucune information sur la prescription hors AMM qui m'était faite. Très rapidement, je constate l'apparition de migraines très importantes. Je perds mes cheveux. J'ai une chevelure qui devient très peu dense et je m'en plains immédiatement auprès de mon gynécologue. Plus tard, je constate aussi une libido gravement altérée. En 2006, je me vois également prescrire de l'androcure. Mon dossier médical en témoigne. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais pas encore aujourd'hui pourquoi je me vois prescrire de l'androcure. En 2011, j'insiste sur cette date, les premières études se font jour. Je ne recevrai aucune information complémentaire. À ce stade, je me plains toujours de migraines très importantes. Je suis alors vue par un neurologue. Ma libido est toujours gravement altérée. Le problème, me dit-on, vient de moi.
Quoi qu'il en soit, en 2013, je décide d'arrêter le traitement par l'uténil pour un désir de Allô? grossesse. Oui, oui, vous m'entendez? Non, on vous entend bien. Vous pouvez continuer, je pense Ah qu'il y a eu un d'accord. petit artefact. Ok. On vous entend bien. Allez-y. Au total, je me vois donc prescrire 10 ans de l'uténil et immédiatement à l'arrêt, je me sens aller mieux. Je n'ai plus aucune migraine et je redécouvre une chevelure dense. J'ai donc immédiatement fait le lien entre ce médicament qui m'était prescrit et l'amélioration de mon état de santé. En septembre 2020, je découvre le risque de méningiome dans la presse et l'enquête de la NSM qui est menée ce jour. Les professionnels de santé qui me suivent ne semblent pas informés de cette étude et ne connaissent pas le véritable accompagnement qui devrait être le mien alors que j'ai pris ce traitement pendant 11 ans au total. Une fois les informations retrouvées, rassemblées, après recherche notamment sur les réseaux et sur Internet, le coup près tombe, je dois passer l'IRM puisque j'ai connu ce traitement au-delà des 5 ans. Croyez bien que l'angoisse est très importante pendant toute cette attente parce qu'il faut le savoir, à l'heure actuelle, notamment dans ma région, c'est à peu près 2 mois d'attente. Autant de mois d'attente au cours desquels vous pensez avoir ce méningiome. Alors voilà, mon témoignage, je souhaiterais qu'il interroge notamment l'information délivrée aux femmes patientes. D'abord en amont de la prescription. Je voudrais insister sur le fait que rédiger une ordonnance n'est pas un acte sans conséquence. Je crois notamment dans ma situation que le choix devrait toujours être abordé. La balance bénéfice-risque, dans mon cas, et j'en fais le choix, n'est pas en ma faveur. Je souhaiterais insister que la contraception aujourd'hui en France semble être un choix qui repose uniquement sur les femmes. Or, je le regrette, mais la contraception doit être un choix qui se fait à deux et qui ne repose pas toujours sur les femmes. Alors ce choix doit être abordé en amont de la prescription et en amont de la signature de l'ordonnance, qui est un acte grave. Ensuite, l'information délivrée en cours de prescription. Je vois régulièrement ma gynécologue. Je la vois à peu près au rythme de une fois, voire 2 fois par an. En 2011, que fait le laboratoire qui commercialise ce médicament quand il voit les études remonter avec l'évolution de ce risque? Quelles mesures sont prises pour communiquer aux patientes et surtout aux prescripteurs? J'entends bien la difficulté d'informer massivement les patientes. Quoi qu'il en soit, il faudrait quand même se donner les moyens de délivrer une information complète aux prescripteurs. Enfin, aujourd'hui, je déplore une enquête intimiste de la NSM. Une alerte qui est appelée publique, je la qualifie de privée. Les plus lettrés, les plus avertis d'entre nous seront contrôlés, alors que d'autres continuent à se voir privés d'un choix, notamment quand la spécialité est prescrite à visée contraceptive. Je sais bien que certaines patientes n'ont pas le choix, mais je considère que quand c'est un choix, que quand c'est prescrit à visée contraceptive, nous avons le choix. Et toutes les femmes qui ne sont pas averties sont privées de ce choix dans les cabinets des gynécologues. Et surtout, beaucoup d'entre nous ne seront pas contrôlés, puisque pas avertis du risque. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, madame, pour ce témoignage qui rejoint vraiment la problématique qui nous occupe. C'est de l'information du prescripteur et de la patiente. On est complètement, évidemment, en ligne avec ce que vous avez dit. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Très bien. Donc, nous allons passer à l'audition suivante. Donc, Madame Élise Wozniak. Oui, bonjour. Bonjour. Allô, vous m'entendez? On vous entend. Oui, on vous entend très bien. D'accord, parfait. Alors, on m'a prescrit pour ma part le Luthéran quand j'avais 16 ans.
J'étais à l'époque en terminale. On me l'a prescrit parce que j'avais un déficit en protéine C. C'était la seule contraception à laquelle j'étais éligible. À l'époque, au lycée, j'avais des règles extrêmement douloureuses, je faisais des malaises, j'étais régulièrement à l'infirmerie, donc il me fallait une pilule à l'époque pour réguler mon cycle. Les premières années, j'ai extrêmement bien vécu ma prise de Luthéran. Ça m'a permis d'être beaucoup plus dynamique. J'ai perdu du poids parce que ça a régulé mes hormones. Ça a été vraiment, au début, en termes de bénéfices et de risques, j'ai vraiment été gagnante sur toute la ligne. Je l'ai continué. Bon, après, je me suis lancée dans des études supérieures. J'ai continué durant mes années de fac jusqu'en 2011-2012 approximativement. Ça date un petit peu. J'ai commencé ensuite à avoir des pertes de libido extrêmement importantes. Vraiment un point où je n'avais plus aucune envie. J'avais des sécheresses vaginales qui étaient très douloureuses, très difficiles à vivre. Ça arrivait de manière assez abrupte. J'étais également plus fatiguée. J'ai vraiment perdu beaucoup d'entrain, donc aussi bien dans mes cours que dans les activités du quotidien. J'ai arrêté ma pilule, donc le Luthéran. Alors, je n'ai pas précisé, mais j'ai eu aussi beaucoup de chlormadinone, le générique. J'ai arrêté cette prise de contraceptif pendant un peu plus d'1 an. 1 an et demi, très exactement. Mes règles ont mis très longtemps à revenir. Bon, il faut dire que j'avais eu beaucoup d'années de traitement. Elles sont revenues de manière très douloureuse, très très douloureuse. J'ai eu des règles continues pendant quasiment 1 mois. C'était une période assez difficile à vivre. J'ai malgré tout après repris des règles à peu près normales, donc j'ai continué. Je n'ai pas repris la pilule tout de suite. Néanmoins, au bout d'1 an et demi à peu près, j'ai eu des règles extrêmement douloureuses qui sont revenues. À l'époque, j'étais en stage de fin d'études, donc je ne pouvais pas me permettre de cumuler les arrêts maladie tous les mois. Donc je suis allée voir un généraliste à l'époque qui m'a represcrit le Luthéran une seconde fois. Et là, les choses se sont compliquées. Je n'ai tout simplement pas supporté le traitement. J'ai eu des prises de poids qui ont été très importantes très rapidement. J'ai eu des poussées d'acné adultes, alors que jeune, j'en ai eu très peu. J'ai eu des poussées d'acné qui ont été vraiment impressionnante. J'avais des gros boutons vraiment partout. J'étais fatiguée, je n'avais plus aucune libido, c'était même encore pire qu'avant. J'avais des sécheresses vaginales en continu. Donc voilà, ça a été un enfer. Voilà, mon propos aujourd'hui, pour rester dans la lignée de ce qui a été dit, porte sur l'information, mais aussi sur le suivi. Ce que j'ai déploré, c'est que je suis retournée voir plusieurs praticiens qui n'ont pas trouvé à l'époque de solution. Qui m'ont dit qu'il fallait que je continue et que ça allait se passer, sauf que ça s'empirait tous les mois. Alors après, ça va être un peu hors sujet évidemment pour aujourd'hui, mais j'ai finalement trouvé un gynécologue qui m'a mis un dispositif intra-utérin, le GEDES, pour ne pas le nommer. Bon là, je n'en parlerai pas tout simplement parce que ce n'est pas le sujet, mais ça a été encore pire. J'ai vécu des années d'un point de vue gynécologique extrêmement compliquées. Voilà, donc là mon dossier a pris un jour nouveau, parce que je n'avais pas connaissance de cette information quand j'avais lancé mon dossier auprès de la NSM. Je suis atteinte d'endométriose, donc, ce qui explique les règles douloureuses que j'avais quand j'étais beaucoup plus jeune. On me l'a diagnostiqué il y a très très peu de temps. Au départ, on me l'avait dit. On me l'avait signalé une première fois, j'ai passé une IRM qui était vierge au niveau des lésions endométriques. Et finalement, là, j'ai récemment subi une célioscopie qui a confirmé le diagnostic. J'avais refusé dans un premier temps le Luthéran parce que j'estime qu'en termes de bénéfices et de risques, malheureusement, ça a eu trop d'impact sur ma vie. Donc j'ai préféré rester au départ avec mes règles douloureuses et les symptômes que je vous ai cités précédemment, tellement la gestion des effets secondaires était difficile. Voilà, je pense que le problème s'inscrit dans la durée, que malheureusement aujourd'hui c'est le suivi qui demeure insuffisant. Quand j'ai eu 16-17 ans et qu'on me l'a prescrit, ça a changé ma vie, ce Luthéran, de manière très positive. Et je
pense que ce qui a coincé, mais c'est pareil au final pour le Luthéran et le stérilet qu'on m'a posé à l'époque, le problème est le suivi sur le long terme, le fait de ne pas savoir comment la patiente évolue au fil des années et comment elle le gère sur du très long terme, quels sont les impacts. Et voilà, je pense qu'il y a un vrai problème pour conclure mon propos d'information et de suivi. On est terminé. Je vous remercie. Très bien, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que les membres ont des questions? Vous pouvez aussi utiliser en bas de l'écran le chat parce qu'en fait, parfois, je ne vous vois pas. Donc, j'ai peut-être raté des questions de certains d'entre vous, mais n'hésitez pas par chat aussi à les formuler. On remercie énormément les patientes en fait pour leur implication et ces témoignages qui sont précieux pour nous. Et à la fin, s'il y a des questions supplémentaires, bien sûr, on les prendra en compte. On va essayer de rétablir la connexion. Peut-être dans l'attente, je crois, Angèle, que j'ai zappé une de vos questions que vous aviez pour Madame Trémolière. Si vous souhaitez la poser maintenant, c'est le moment. Angèle, oui. C'est une question sur l'expérience empirique, tout simplement. L'absence de preuves scientifiques, je pense que l'expérience empirique du patient peut aussi faire office de preuve par rapport à l'amélioration, notamment d'un traitement sur la qualité de vie, par exemple, comme on peut le constater d'ailleurs à travers les témoignages de patientes qui viennent de prendre la parole. Cette expérience empirique, en tant qu'association patiente, nous fait défaut. C'est-à-dire qu'il y a une très faible prise en compte de l'expérience empirique des patientes, parce qu'à chaque fois, on nous oppose les preuves scientifiques, alors que par rapport à nos observations et par rapport à la connaissance que nous avons de ce que nous ressentons, par rapport à la prise d'un traitement ou par rapport à une amélioration, eh bien, souvent, on peine à faire remonter cette information aux médecins. Donc, c'est ce que je voulais ajouter par rapport à la preuve scientifique et par rapport à l'absence de travaux sur la littérature, notamment des progestatifs. Très bien. Merci Marianne, on voit le petit applaudissement, c'est sympa sur l'écran en fait. ça fait son effet et ça on le voit tout de suite. Mon déjeuner sur mon coin de table avec vous. Je réagis. Est-ce que les représentants des associations de patientes, là, vous souhaitez intervenir sur les témoignages déjà que nous avons écoutés? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez rebondir? Alors, si je peux me permettre, du coup, donc Sabine Trébaol d'Endo-France, concernant les interventions qu'il y a eu précédemment, justement, je voulais revenir sur le fait que au sein de l'association Endo-France, on met un point d'honneur à rappeler justement l'importance de l'information patiente. C'est important pour les patientes, mais c'est aussi et surtout un droit et une obligation de la part des médecins d'informer les patientes. Donc, c'est vrai qu'on déplore toujours ce manque d'information, mais je sais que souvent, il est rappelé aux médecins qu'ils doivent bien sûr faire cette information et délivrer cette information sur les traitements et les pathologies. Ouais. Très bien. Monsieur Briac, allez-y. Oui, j'aurais simplement, parce que je pense qu'on en a beaucoup parlé ce matin, et les patientes, effectivement, qui communiquent en faisant état de leur désarroi par rapport à ce manque de communication. Je crois que l'HAS, c'est bien de rappeler que l'HAS, en 2013, a établi un document qui est intitulé « Patients et professionnels de santé décidés ensemble », où la notion de décision médicale partagée a été bien définie, bien représentée, et je crois qu'il faut nous, professionnels de santé, qu'on puisse s'appuyer sur ces éléments-là
pour permettre d'avoir une communication qui va au-delà du niveau de preuve nécessaire dans la décision et dans les échanges qu'on peut avoir avec nos patients. Voilà, simplement un petit commentaire. Très bien. Donc non, on va a priori prendre Madame Véronique Pereira. Bonjour à tous. Allez-y, on vous écoute. Bonjour à tous. Alors donc du coup, voilà, je m'appelle Véronique Pereira, j'ai 30 ans et j'ai été diagnostiquée avec une endométriose il y a bientôt 3 ans, après de nombreuses années à essayer de comprendre ce que j'avais. Donc quand ce diagnostic m'est tombé dessus, je ne connaissais rien à cette maladie. Du coup, j'avais décidé de faire absolument confiance aux médecins que je rencontrais. J'en ai rencontré plusieurs. Donc depuis mon diagnostic, j'ai essayé de nombreux traitements hormonaux. J'appelle plus ça des pilules parce que vu les dosages et les effets secondaires, pour moi, c'est vraiment des traitements. Après 2 échecs du coup au niveau de la douleur et du contrôle de la maladie, un gynécologue m'a prescrit du Luthéran. Donc que j'ai pris 9 mois. Donc c'était un gynécologue spécialisé en endométriose qui m'a annoncé que c'était le traitement. Donc celui qu'on prescrivait beaucoup, celui qu'il me fallait, qui allait régler tous mes problèmes. On m'a vraiment présenté ça comme quelque chose de top, donc je me suis dit que j'allais essayer. Au début, forcément, au vu des symptômes qui étaient les miens avant les traitements, tout allait mieux, il n'y avait plus de douleur, il n'y avait plus de problèmes intestinaux, plus de problèmes de crise en plein milieu d'une journée, en plein milieu d'une réunion. Mais très vite, j'ai été rattrapée par les effets secondaires. Donc que ce soit donc une prise de poids de près de 15 kilos, beaucoup d'acné, beaucoup de symptômes dépressifs, alors que je suis pas du tout une personne dépressive à la base. Et du coup, après 9 mois de traitement, j'ai quand même essayé de tenir bon, mais ça a été impossible. J'ai donc décidé de prendre du Luténil parce qu'on m'avait dit que le dosage était moindre, donc j'ai pris 6 mois. Et voilà, tout au long de que ce soit le suivi ou quand on me l'a prescrit, on m'a jamais informé du risque en fait que ça représentait par rapport au risque de méningiome. Ça m'a été présenté voilà comme une pilule un peu différente, mais qui était souvent prescrite dans le cadre de l'endométriose. J'ai appris les risques dans la presse. Que ce soit quand on a commencé à en parler avec Androcure et par la suite lors d'une conférence qui avait été organisée par EndoFrance. Et il y a quelques mois, en fait, en juin dernier, un gynécologue qui me suivait du coup depuis quelques temps et qui avait accepté en mars dernier de me faire poursuivre le Luténil m'a vraiment interdit de continuer ce traitement et pour ne pas multiplier les risques, selon ses dires. Et du coup, suite à cela, donc du coup, j'ai décidé de changer de traitement. Donc j'ai retrouvé un nouveau traitement hormonal et donc avec plus de douleur mais moins d'effets secondaires, ce qui est finalement un bon équilibre. Donc je suis rassurée de ne plus avoir à prendre ces 2 médicaments forcément, même si aujourd'hui en tant que patiente, je me dis que moi j'ai eu cette chance de finalement arrêter ce traitement et être informée et pouvoir en témoigner aujourd'hui. Mais je me demande encore aujourd'hui comment on a pu prescrire, je pense que je suis pas la seule à qui on a prescrit ce genre de traitement et sans que personne puisse me prévenir des risques encourus. Donc voilà, c'était à peu près le message. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que oui, Axel? Bonjour, merci beaucoup pour votre témoignage. Quel est votre médicament actuel, s'il vous plaît? Alors mon médicament actuel, c'est du Sawis G. C'est un générique de Visanne, si j'ai bien compris. Donc si pas de questions supplémentaires, nous allons passer à l'audition de la personne suivante. Donc on reprend Madame Mistretta avec toutes nos excuses pour cette interruption. Oui, rebonjour, j'espère que vous m'entendez, Bonjour. Ça fonctionnera cette fois. Donc je ne sais pas si vous avez entendu ou non. Donc je vais reprendre du départ. Voilà, je voulais témoigner en 2 parties. La première partie, c'est de vous raconter mon année 2020. Qui a commencé en mois de janvier avec des crises qui n'ont pas été identifiées tout de suite, mais qui se sont accentuées, qui se
sont avérées être des crises d'épilepsie à la découverte, donc début février, d'un méningiome de 4,6 cm, qui est un méningiome fronto-pariétal, donc qui compressait effectivement fortement mon cerveau et provoquait ces crises. Très rapidement, j'ai rencontré des neurochirurgiens qui m'ont tout de suite parlé de la forte probabilité d'opérer, mais quand je leur ai dit que j'étais sous luténil, ont voulu attendre quelques mois pour voir s'il y avait une régression. Les symptômes épileptiques n'ayant pas diminué et au contraire s'étant accentués, le neurochirurgien qui m'a opéré a décidé de ne pas attendre ces 3 mois et de m'opérer le plus rapidement possible. J'ai donc été opérée le 28 avril, voilà, pendant le premier confinement. Depuis, je poursuis le traitement anti-épileptique à un dosage assez élevé, 10 mg par jour, et j'attends la suite pour voir qu'est-ce qu'il en sera par rapport à ces symptômes épileptiques et voir comment ils vont évoluer. L'autre partie du témoignage, c'est de revenir sur pourquoi j'ai pris du luténil et comment il m'a été prescrit. Alors, il m'a été prescrit une première fois en 2012-2013, après la recherche d'un contraceptif qui pouvait me convenir, puisque j'en avais essayé différents qui ne me convenaient pas, et car j'avais des antécédents de kystes ovariens, que j'avais été fumeuse. Voilà, ma gynécologue m'a donc présenté le luténil comme une bonne solution de contraceptif qui présentait moins de risques qu'un contraceptif classique. Donc j'ai pris ce luténil pendant 2 ans. À la suite de quoi je l'ai arrêté pendant plusieurs années et en 2018, avec l'apparition de symptômes féminins, de règles abondantes, de fibromes également, la découverte de 3 fibromes, une caractéristique peut-être de préménopause selon ma gynécologue, elle m'a à nouveau prescrit le luténil. Donc j'ai pris jusqu'à la découverte de mon méningiome, puisque là on m'a tout de suite dit qu'il fallait l'arrêter immédiatement. Voilà pour l'historique. Au niveau des effets, je tiens quand même à préciser que la première fois je ne l'avais pas noté, mais après voilà, le fait d'avoir pris le luténil à des moments différents, j'ai pu noter effectivement dans ces 2 périodes des fortes baisses de libido, des symptômes de sueur nocturne importante, voilà, des symptômes comme ceci assez désagréables, mais on va dire qui n'alertaient pas davantage, ou que je n'associais pas forcément à la prise de ce médicament à ce moment-là, mais voilà, qui se sont révélés par la suite. Une fatigue importante depuis plusieurs années était apparue, sans savoir la cause. Et puis quand on parle de fatigue, le corps médical souvent commence par envisager des facteurs psychologiques, voilà, de déprime potentielle, de période hivernale, de choses voilà, qui peuvent venir impacter un petit peu un état général. Aujourd'hui, je peux dire que cette fatigue qui a croissé depuis plusieurs années était probablement due à mon méningiome, mais aussi à la croissance de ce méningiome. Mon témoignage aujourd'hui, c'est comme les témoignages précédents, pour alerter sur un manque d'information auprès des patientes, puisque moi je n'ai pas été informée, ni la première fois. Bon, c'était en 2012-2013, soit. Je n'ai pas été informée la deuxième fois, c'était en février 2019. Je crois qu'il y avait déjà de sérieuses alertes à ce niveau-là, et je pense que les médecins avaient déjà certaines informations disponibles. Donc, quelle information a été faite auprès des patientes, quelle information a été faite aussi auprès des médecins, plus globalement des généralistes, puisque moi, quand j'ai parlé de ce lien possible entre le luténil et mon méningiome à mon médecin généraliste, il ne me semblait pas informé. Il était informé certes du lien avec l'androcure, mais pas avec le luténil et le lutéran. Donc là aussi, j'interroge cette information. J'ai entendu parler de la balance bénéfice-risque. Effectivement, j'entends et je vois autour de moi aussi
femmes qui souffrent d'endométriose une réelle souffrance. Elles trouvent certainement une réponse avec ces traitements. En ce qui me concerne, la balance bénéfice-risque, je la remets en doute. Je remets en doute la nécessité d'avoir pris ce traitement par rapport aux problématiques qui étaient les miennes, à savoir des kystes ovaires, des fibromes, des problèmes de règles, mais qui n'étaient peut-être pas suffisamment, on va dire, handicapantes dans ma vie au quotidien pour ne pas trouver, en tout cas, peut-être d'autres alternatives. La question de la durée du traitement aussi, j'ai entendu parler de ça. À aucun moment, on m'a effectivement évoqué que ces traitements pouvaient ou devaient être pris sur des durées courtes. Voilà, donc je m'interroge aussi sur la question de ces traitements que vous dites anciens, des traitements qui sont connus depuis longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, en France et dans le monde, la recherche ne pourrait pas apporter aussi des choses nouvelles comme réponse aux femmes, voilà, dans les traitements qui leur sont proposés. Avant de finir, je voudrais aussi parler des préconisations actuelles faites par l'ANSM suite à la sortie de l'étude qui préconise d'effectuer une IRM après 5 ans de prise du luténil. Voilà, moi j'ai pris le luténil 3 ans, en tout et pour tout, et j'avais un méningiome de 4,6 cm et des crises d'épilepsie. J'ai subi une chirurgie qui est loin d'être anodine, qui est assez traumatisante. Tout le parcours est assez traumatisant, de l'annonce de la tumeur, de vivre avec cette tumeur en soi, hein, comme pour beaucoup d'autres maladies, mais de savoir aussi qu'on va devoir se faire ouvrir le crâne. C'est très compliqué à vivre. Et je voudrais voilà, aussi parler des patientes qui ont plusieurs méningiomes. Le professeur Froelich en a parlé, qui ont des tumeurs qui sont difficiles à opérer. Et puis de toutes celles qui ont des séquelles après leur opération. Je crois qu'on en a peu parlé, puisque effectivement c'est une opération qui est loin d'être anodine, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà, l'information avant, l'information est bien aussi pendant, puisque 5 ans pour une IRM après la prise du traitement, je crois que c'est trop, puisque le risque de développer un méningiome est multiplié par 3 après 6 mois de prise, si j'ai bien compris l'étude que j'ai lue. Et puis voilà, la prise en charge des symptômes des patientes et de la recherche. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup pour votre témoignage qui est extrêmement complet, qui rejoint évidemment ceux des autres patientes. Hein. Son témoignage centré sur l'information, la balance bénéfice-risque, la nécessité de revoir les indications et peut-être aussi, nous, ultérieurement, les préconisations de surveillance par imagerie cérébrale. Merci, madame. Donc, nous allons passer à l'audition suivante. Bonjour. Vous m'entendez? Voilà, c'est parfait. Oui, c'est très bien. Donc moi, c'est Madame Berthoud. Bonjour madame. Donc je souhaitais échanger avec vous et vous tous. Donc j'ai commencé à prendre du luténil, j'avais 37-38 ans. On me l'a prescrit parce que je fumais. Je n'avais aucun problème de santé au niveau de la gynécologie. J'avais commencé par prendre du Mirena, mais le stérilet, mon corps ne l'a pas accepté et j'avais des contractions. Après, on m'a mis un implant dans le bras que j'ai eu pendant 1 an et demi, 2 ans, puisqu'il était déjà pseudo-périmé. Et puis après, on m'a dit, si vous le souhaitez, il y a une pilule, c'est très bien quand on fume,
on va vous prescrire du luténil. Et moi, à cette époque-là, et déjà au début, quand j'ai changé de contraception, c'était juste après ma grossesse, et je ne voulais plus avoir d'autres enfants. Et j'avais demandé déjà à cette époque-là, on va dire, quand j'avais 32, 33 ans, j'avais déjà demandé si je pouvais faire une ligature des trompes. Et on m'a répondu que c'était pas possible parce que j'allais me mutiler et que si je perdais mon enfant, j'aimerais bien en avoir un autre. Ou alors je divorcerais et je trouverais sur un homme qui voudrait un autre enfant. Donc on me répond ça et moi je possède mon corps, je décide de ce que veut mon corps et ce que je veux moi-même. Donc à l'âge de 37-38 ans, on m'a donné le luténil puisqu'on refuse encore de me ligaturer les trompes. J'ai toujours pas changé d'avis, je ne veux toujours pas avoir d'enfant. Et quand on m'a présenté le luténil, on ne m'a pas parlé de méningiome, on ne m'a pas parlé qu'on le prenait pour l'endométriose. Excusez-moi, j'ai encore du mal à parler et vous comprendrez pourquoi après. Il y a 2 ans, donc pendant tout ce temps-là, j'ai pris le luténil. J'allais voir mon gynécologue tous les ans, 1 fois par an à peu près. Pas de signes réprobatoires, juste une grosse perte de libido, plus rien du tout. Bon, bah, selon le gynécologue, c'est normal. À la quarantaine, on n'a plus envie, c'est logique. Et il y a 2 ans, j'ai mon œil de gauche qui gonfle. Donc, je vais voir mon médecin traitant. Il me dit qu'il faut absolument qu'on passe une IRM tout de suite. Elle me prescrit une ordonnance en urgence. Je vais tout de suite aux urgences et là, on me fait un IRM et on s'aperçoit donc que j'ai un méningiome qui est juste très très près de mon nerf optique. Donc l'urgentiste me dit que ça peut être très difficile pour moi après parce que je perdrais la vue, ou en tout cas de mon œil gauche, et qu'un méningiome prenait de la place dans un cerveau et que ça pouvait m'apporter d'autres choses. La semaine d'après, j'ai eu un rendez-vous en urgence aussi, une neurochirurgienne qui était à l'hôpital Foch, à côté de Paris. Et elle, tout de suite, elle me demande ce que je prends comme médicament. Et je lui parle que je prends du Mopral parce que j'ai des petits problèmes avec mon estomac. Et puis, elle me dit, vous prenez quoi comme contraception? Et là, je dis, le luténil. Et elle me dit, tout de suite, vous arrêtez le luténil. Il faut absolument que, quand vous allez arrêter, de toute façon, peut-être votre méningiome va rétrécir et qu'il n'y aura peut-être pas besoin d'opérer. Il faut attendre un petit peu de temps. Et donc, j'ai été suivie 3 fois avant que je change de neurochirurgien puisque je déménageais sur l'île de la Réunion. Et à ce moment-là, mon méningiome n'a toujours pas diminué, très peu. Et il est même un peu, sur certains endroits, calcifié. Quand je suis arrivée à La Réunion, je vois un autre neurochirurgien qui m'explique que oui, effectivement, il est difficile de garder ce méningiome puisque j'allais perdre la vue et que mon œil resterait très gonflé, une exophtalmie, et qu'il faut qu'on pense à réagir et à opérer. Et donc j'ai été opérée le 28 novembre 2019. L'opération ne s'est pas bien passée. Mon corps a refusé pas mal de choses. J'ai fait comme une AVC, une hémorragie des méninges. Et d'emblée, j'ai mon crâne ma tête qui a beaucoup gonflé puisqu'il y avait beaucoup trop de sang à l'intérieur. Et dans la suite,
enfin, en moins de 5-6 heures, on m'a réouvert et on m'a enlevé la moitié de mon os de gauche. Pour, comme on dit ça, une craniectomie décompressive gauche. Je suis restée endormie pendant 3 jours, peut-être comme on appelle ça, je vais pas pouvoir vous le dire, puisque à la suite de ça, j'ai eu une très très grosse aphasie et un gros problème de paralysie sur mon bras droit, globalement. Et je suis sortie au bout de l'hôpital après 10-12 jours, où j'ai été prise en hôpital de jour au CHU de Le Tampon, au sud de La Réunion, où tous les jours, je faisais de l'orthophonie, de l'ergothérapie, de la kiné et aussi de la neuropsychologie. Pendant 2 mois, je n'ai presque pas parlé. Après, on m'a mis une prothèse pour refaire une tête normale, puisque pendant 3 mois, sur le côté gauche, j'avais une grosse boule, comme mes nages, elles tombaient de ce côté et elles n'étaient pas retenues par mon os. Après la prothèse, j'ai commencé à mieux parler. J'ai pu enfin parler de mon mal-être, enfin de mon mal, parce que j'avais mal partout, parce que je n'étais pas bien et personne ne comprenait ce que je voulais. Et aujourd'hui, je vois toujours l'orthophoniste, le neuropsychologue, et tout ça juste pour le luténil. Juste parce que je fumais, je savais que j'allais finir avec un cancer et ça aurait été de ma faute si j'avais eu un cancer du poumon, mais pas à cause de ça. Tout ça parce que moi, je souhaitais seulement avoir une ligature des trompes. Je sais que ça peut perturber toutes les personnes qui veulent des enfants. Mais si ça avait été ma solution qui avait été prise, je n'aurais jamais eu un méningiome. 2, mon corps aurait refusé l'opération. Et à aucun moment, on m'a prévenu que le luténil pouvait m'apporter un méningiome ou quelque chose comme ça. Enfin, et que les gynécologues, attestent que voilà les risques qu'il y a et aussi qu'ils comprennent aussi leur patiente qui est en face, qui n'est pas seulement un ventre disponible pour quelque temps, le choix de chacun. Donc voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage très dense également et ce parcours douloureux. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, c'est Alain. Je voudrais juste, merci beaucoup, madame. Je voudrais juste vous demander, parce que j'ai pas très bien compris, combien d'années vous avez pris le luténil et à quelle dose et combien de jours par mois? Alors, je l'ai pris pendant 8-10 ans. Je n'ai pas tout mon dossier médical encore, donc je ne me souviens plus trop de la date où j'ai commencé. Et je prenais un cachet de 5 mg par jour. J'ai fait ça pendant les 3/4 de la partie, je l'ai gardé pendant ce temps-là. Et à un moment donné, j'avais des problèmes avec mes règles et on m'a dit de le prendre continuellement. J'ai dû faire ça pendant 3 ans parce que j'avais des kystes sur les ovaires, voilà. Merci madame. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à madame Berthoud ? Je ne sais pas si tu m'entends Isabelle, je voudrais poser une question à la patiente précédente. Oui, bien sûr, Geneviève, oui.
Je voulais savoir à quel âge elle avait eu sa première demande de ligature de trompe. Dans l'assistance, on a noté 33 ans. Je suis désolée de m'exprimer à D'accord. la place de Madame Berthoud, mais il semble Oui, la connexion soit perdue. je ne sais pas si sa demande a été réitérée. C'est assez intéressant comme témoignage. C'est ce qu'elle a dit. Mais je pense que nous avons tous les témoignages aussi par écrit. Pour compléter, si vous souhaitez des informations, nous les avons par écrit aussi. Bonjour, je suis Sandy Tramier, j'ai 49 ans et je suis atteinte d'adénomiose et d'endométriose diagnostiquée il y a 25 ans par cœlioscopie. Après différents traitements hormonaux et anti-inflammatoires, j'ai commencé le lutéinil 5 mg du 10e au 25e jour du cycle en 2013. Mais je ne l'ai pas supporté, j'avais des douleurs aux jambes et des maux de tête. Donc mon gynécologue en 2014 m'a prescrit le Luthéran, 10 mg en continu. Ça fait maintenant 6 ans et demi que je le prends et que je le supporte très bien. Je n'ai plus d'hémorragie, je n'ai plus de douleurs pelviennes semblables à des contractions d'accouchement. Et tout ça, j'avais ça 3 fois par mois. Donc aujourd'hui, j'ai une vraie vie normale grâce au Luthéran. J'ai dit il y a quelques années à mon gynécologue qu'il m'avait sauvé la vie grâce à ce médicament, que je n'aurais pas pu continuer, et je n'aurais pas pu continuer à vivre longtemps comme ça. Le problème aujourd'hui, c'est que mon gynécologue est parti à la retraite en 2018. Donc je n'ai pas eu vent à ce moment-là du méningiome. Et depuis, chaque année, je change de gynécologue parce qu'ils ne veulent pas me garder comme cliente parce qu'ils sont débordés. Donc d'une année à l'autre, je cherche des nouveaux et aucun ne me parle du méningiome. Lorsque c'est moi qui en parle, ils me disent que si je supporte bien le traitement, je n'ai qu'à le continuer et que tout va bien si je le supporte bien. Donc je continue comme ça tout en étant inquiète. Donc je n'ai pas les moyens de passer un IRM crânien pour voir si tout va bien. Aujourd'hui, je souhaite continuer ce médicament car je n'ai pas d'autre alternative et je n'ai pas de conseils à ce niveau-là. Le Luthéran me permet d'avoir une vie normale, de travailler, de faire du sport, d'avoir une vie de société normale. Donc je continuerai ce médicament jusqu'à ce qu'on me propose, si un gynécologue me propose autre chose, peut-être que je changerai, mais pour le moment, je n'en ai pas l'intention. La dernière fois que j'ai eu des analyses, j'avais le marqueur CA125 en 2007 qui était à 60, en 2018 il était à 121. J'ai eu 3 IRM pelviens 2008, 2016, 2017 qui montrent que l'endométriose continue de progresser. Bon, le Luthéran me va bien, je le continue. J'ai eu quelque chose de curieux au mois d'avril de cette année, qui est un érythème noueux aux jambes. Mon médecin traitant n'avait jamais vu ça de sa carrière, et après des analyses de sang et une radio des poumons, ils n'ont pas su trouver la cause de cet érythème noueux. Donc je me demande si c'est des effets secondaires du Luthéran ou pas. Bon, pour le moment, je ne changerai rien à ma vie en ce qui concerne le médicament. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Nous allons clore la matinée. Donc je tiens vraiment particulièrement à remercier les patientes qui ont été auditionnées. Les histoires personnelles sont évidemment très compliquées, douloureuses, et donc on sait que c'est pas facile de venir s'exprimer comme ça sur un parcours de soins tel qu'il a été présenté. Pour nous, ce sont des témoignages évidemment très précieux qui nous serviront pour prendre les meilleures décisions possibles. Je retiens des témoignages finalement qui se
rejoignent tous sur l'information à la fois des professionnels de santé et bien sûr des patientes. Revoir la balance bénéfice-risque de ces traitements des progestatifs dans les indications actuelles et futures et basées sur un niveau de preuve suffisamment substantié au regard du risque de méningiome. Le troisième point, c'est évidemment la surveillance par imagerie cérébrale et de voir comment on peut compléter par rapport à nos recommandations actuelles. Donc voilà, c'est je pense, l'information principale transmise via ces auditions. Il est prévu donc de nous revoir soit en présentiel si cela est possible, bien sûr, sinon nous le ferons en vision Zoom, donc avec les membres du CST pour discuter des indications à conserver pour les progestatifs et de la surveillance par imagerie cérébrale. Est-ce que, avant de clore la séance et de vous remercier tous, évidemment membres du CST également, est-ce que vous avez des questions? Non, c'est OK pour tout le monde, pas d'autres questions sur les aspects ultérieurs du dossier, tout est clair. De toute façon, n'hésitez pas à nous solliciter, on reste en lien par mail, donc dès que vous avez une question, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre. Je voudrais juste dire aussi, préciser aux membres du CST, aux professionnels de santé que nous avons eu une réunion avec les associations de patientes membres du CST pour recueillir un petit peu en amont les attentes et les questions. Elles sont similaires un petit peu à ce qu'on a entendu aujourd'hui, mais ça permettra en tout cas nous de vous envoyer un PowerPoint avec des questions actualisées et de préparer finalement la séance du 16 décembre en anticipé. Voilà, merci beaucoup. Merci, c'était pas évident de faire l'exercice aujourd'hui, mais on n'aurait pas pu le faire si vous n'avez pas été là. Et merci pour vos contributions. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.